1999. L'heure de vérité. Nous sommes donc en 1999. Le cartel des banquiers qui prêtent allégeance à la couronne ou The Crown joue désormais la montre. Le 2 novembre 1999, le troisième et dernier contrat qui lie l'entreprise United States Inc. à The Crown et aux banquiers doit prendre fin. Souvenez-vous, nous sommes exactement 70 ans après le 2 novembre 1929 qui est inscrit sur le contrat bancaire lors de la faillite de 1933. Voici leur plan. Une fois que ce contrat sera arrivé à échéance, la Grande-Bretagne pourra capturer les États-Unis qui feront ainsi partie de la monarchie britannique, qui est la propriété de l'entreprise The Crown qui remonte jusqu'au Vatican. Avec cette capture, le but est de déployer le nouvel ordre mondial en commençant par fusionner les USA, le Canada et le Mexique sur un modèle semblable à l'Union européenne qui s'appellerait le North American Union ou Union nord-américaine avec une monnaie commune dont le nom serait l'Amero. Ça sera un gouvernement centralisé et contrôlé par le Vatican et la noblesse noire vénitienne. Tous les plans sont définis et la future monnaie est même déjà frappée. Le contrat arrive donc à échéance le 2 novembre 1999 et les États-Unis sont à nouveau en faillite. Lorsque ce moment arrive, le bureau de poste que la Grande-Bretagne a ouvert dans l'enclave qu'est Washington DC doit fermer. La reine doit quitter son poste de Postmaster General des États-Unis. Le plan est d'attendre les 90 jours réglementaires, c'est la règle dans les termes du contrat bancaire international, pour ensuite permettre à la Grande-Bretagne de revenir pour payer la dette des États-Unis qui est maintenant due au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale et ainsi devenir le nouveau propriétaire souverain des États-Unis. Une fois devenu le propriétaire légal des États-Unis, The Crown va pouvoir l'ajouter à son plan de contrôle mondial et de nouvel ordre mondial. Ils savent que les États-Unis sont insolvables et qu'ils ne pourront pas rembourser eux-mêmes la dette. Du coup, ils attendent tranquillement que la montre tourne. C'est ce moment que choisissent deux Américains pour passer à l'action. Durant cette fenêtre où les États-Unis sont ouverts à la capture ou à la saisie, ils vont décider de mettre à exécution leur propre plan. Ils ont étudié toute l'histoire américaine, notamment les trois faillites, et surtout tout le système maritime qui contrôle le monde. Ces deux Américains sont David Wynne Miller, dont la caractéristique principale est d'avoir décodé la formule mathématique du langage pour les 5000 langues qui existent depuis 8500 ans, le 6 avril 1988. Cette formule prouve que le langage est une équation mathématique. Et comme pour toute équation mathématique, soit elle est juste, soit elle est fausse. Pour la petite histoire, 2 jours après la publication de sa découverte, le service secret américain sonne à sa porte et lui indique « Est-ce que vous réalisez ce que vous venez de faire? Vous venez d'invalider tous les contrats, trusts et traités qui existent sur Terre depuis 8500 ans. » Il lui demande également à qui il en a parlé. Il leur répond alors « J'en ai parlé à tout le monde. J'ai envoyé des cassettes vidéo de 20 heures accompagnées d'un rapport de 100 pages sur cette étude à tous les pays des Nations Unies et à plus de 100 médias et journaux du monde entier pour me protéger. » Le deuxième protagoniste dans cette histoire est Russell J. Gould, qui est quant à lui un surdoué de la syntaxe grammaticale. La syntaxe grammaticale est cette partie de la grammaire qui définit la relation entre les éléments d'une phrase. Il est également doué en parsé, qui est la partie du langage ou de la grammaire qui coupe un mot en plusieurs syllabes et qui définit la relation entre les syllabes dans ce mot. C'est très pointu, mais ça a une grande importance dans le langage. Ces deux-là se rencontrent au début des années 90. Et immédiatement, la chimie est parfaite. David Wynne Miller prend Russell J. Gould sous son aile et ensemble, ils vont s'intéresser à la façon dont fonctionne le monde. Très rapidement, ils vont découvrir ce système maçonnique très ancien qui est basé sur les lois maritimes, la mécanique postale et le système bancaire et les contrats. Ils vont ensuite remonter l'histoire américaine pour syntaxer les divers documents qui ont marqué l'histoire américaine. Ils se rendent alors compte qu'ils sont tous frauduleux du point de vue de la syntaxe grammaticale quantique. Durant leurs recherches sur l'histoire américaine, ils vont notamment découvrir que Benjamin Franklin était un avocat français travaillant comme agent secret pour la couronne d'Angleterre dans le but de capturer les États-Unis. En 1789, lorsqu'il rédige la Constitution américaine,
il rédige en réalité un contrat bancaire international avec ses fameux termes de 70 ans pour un montant de 3 millions de dollars. Cette facture sera payée par la Bank of England qui deviendra l'entité gestionnaire de ce contrat, désormais transformé en trust. Voici l'origine des 3 faillites américaines. La suite pour eux consiste à remonter l'histoire du monde pour analyser les documents les plus importants et là, même résultat. Ils sont tous frauduleux du point de vue quantique. Ils découvrent également que la personne qui possède le titre de Postmaster General du monde est celui qui contrôle le monde entier depuis l'époque des pharaons, il y a plus de 6500 ans, jusqu'à la franc-maçonnerie actuelle. Point important sur lequel on va maintenant s'arrêter un moment. Je vais vous expliquer comment David Wynn Miller et Russell J. Gould ont découvert que c'est le Postmaster qui contrôle réellement les choses en coulisses. C'est en étudiant comment l'île d'Hawaï a été envahie par les États-Unis et surtout qui a autorisé cet envahissement qu'ils vont faire cette découverte. Le 17 janvier 1893, le royaume d'Hawaï, qui est une monarchie, est renversé par l'armée américaine dans le but de l'annexer aux USA. Ils y parviendront en 1898 après 5 ans de bataille. Cet épisode est un événement douloureux pour les Hawaïens qui estiment s'être fait voler leurs terres par les États-Unis. Les Hawaïens vont alors tout faire pour obtenir réparation auprès des États-Unis et vont passer par tout le système légal américain, du tribunal du district en passant par les tribunaux d'État, les tribunaux fédéraux et même la Cour suprême. À chaque fois, ils ont la même réponse. Vous êtes au mauvais endroit. Nous n'avons aucune juridiction sur vous. Pendant près de 100 ans, les Hawaïens vont courir de procédure en procédure pour tenter d'obtenir préjudice, mais sans pouvoir identifier le coupable de ce crime, ce qui rend impossible leur quête de justice. Et c'est en fouillant dans le musée des archives d'Hawaï qui se trouve en face du palais royal à Honolulu que David Wynn Miller et Russell J. Gould vont trouver la réponse. À l'origine, ils cherchent à trouver un drapeau d'Hawaï dans les archives. Mais dans les journaux de la fin de 1872, début 1873, ils vont trouver plusieurs articles, dont une annonce obituaire qui invite les diverses loges maçonniques des archipels voisines à venir à Honolulu, soi-disant pour rendre hommage et assister aux obsèques du roi Kamehameha V, qui vient juste de décéder le 6 décembre 1872. La réunion a lieu le 14 janvier 1873 et les participants sont les diverses loges maçonniques des archipels voisines, les services d'immigration et des douanes, la Cour suprême d'Hawaï et le service postal représenté par le Postmaster. Ils vont alors signer le traité pour envahir l'île d'Hawaï en se basant sur une loi de division des terres de 1848 appelée le Grand Mahele, dans laquelle une provision indique que si un Hawaïen est absent ou a disparu de ses terres pendant 20 ans, ces terres peuvent alors être récupérées contre un règlement. Dans ce traité qu'ils vont signer pour s'emparer de l'île d'Hawaï, une autre provision tirée du Rescission Act, qui date de la guerre civile américaine, va avoir son importance. Elle indique que tout contrat ne devient entériné qu'après une période de 3 jours durant laquelle les parties peuvent l'annuler sans condition. Une notion semblable serait celle du droit de rétractation de 14 jours que nous avons sur les produits de consommation. Cette loi est toujours utilisée aujourd'hui, notamment dans les contrats de prêt immobilier aux États-Unis. Donc, les loges maçonniques se réunissent le 14 janvier 1873 pour signer un traité afin d'envahir l'île d'Hawaï. Ensuite, ils patientent les 20 ans réglementaires d'après le Grand Mahele, puis attendent que le contrat soit entériné d'après le Rescission Act, soit 3 jours, et le 17 janvier 1893, le Postmaster General autorise l'envoi de l'armée américaine pour prendre la commande tactique de l'île d'Hawaï afin de l'annexer aux États-Unis. Voilà comment ils vont découvrir que c'est le Postmaster General et non le gouvernement américain qui a autorisé l'envoi des troupes américaines à Hawaï. Pour la petite histoire, Hawaï est l'un des premiers territoires indépendants à avoir signé le traité de l'Union postale universelle en 1873. 1873 qui est l'année où les loges maçonniques se sont réunies pour préparer la capture de l'île d'Hawaï qui aura lieu un peu plus de 20 ans plus tard. Hawaï est un endroit stratégique très important à l'époque pour les contrôleurs, car tout commerce qui va d'est en ouest
dans cette région du Pacifique doit obligatoirement passer par l'une des îles de cet archipel pour se réapprovisionner en charbon, vu que la plupart des navires commerciaux sont encore des navires à vapeur. Voilà donc comment ils ont compris le rôle primordial du bureau de poste général et du Postmaster General dans ce système et la pyramide hiérarchique qui en découle. C'est également cette mécanique qui passe par le gouvernement, le département du transport et le département du trésor dont je vous parlais lors de la précédente vidéo sur la façon dont ils transforment les actes de naissance en bons aux porteurs. Si le Postmaster General peut outrepasser les gouvernements et les diverses entités sur Terre, sur quel fondement base-t-il son autorité? C'est l'objet de leur quête suivante, toujours à la recherche de réponses. La franc-maçonnerie, l'occulte et leur connaissance dans tous les domaines de la vie sur Terre sont l'endroit où cette quête les mène. Ils vont alors éplucher tous les livres maçonniques, notamment le plus important d'entre eux, The Secret Teaching of All Ages de Manly P. Hall. Ce livre est considéré par beaucoup de loges maçonniques comme le Holy Grail de l'humanité grâce à la somme des connaissances qui sont contenues à l'intérieur. C'est un livre imposant et qui possède des éditions spéciales disponibles en très petite quantité, notamment une édition avec des passages de King James qui ont été retirés de la Bible. Il n'y a que 5 copies de cette édition actuellement disponible dans le monde et David Wynne Miller en possédait une. Ils vont syntaxer ce livre et le remettre dans sa correcte forme quantique d'un point de vue grammatical. L'épaisseur de ce livre va alors passer de 2 à 16 cm. Là encore, ils récupèrent grâce à la syntaxe les 2/3 du contenu de ce livre qui était occulté. C'est également sur la base de ce livre et des autres livres maçonniques importants qui enseignent l'ésotérisme, l'alchimie, la Kabbalah, les lois naturelles de l'univers et la physique sur la mécanique de la manifestation, entre autres, que le Postmaster et les instances gouvernementales mondiales s'attribuent l'autorité et la gouvernance sur les peuples mondiaux. Cette question d'autorité est un sujet complexe, mais pour la résumer simplement. De leur point de vue, ils possèdent un savoir supérieur dans les domaines importants de l'univers et ils ont donc le pouvoir de guider l'humanité avec son consentement. Ce consentement, qui est primordial en vertu des lois naturelles, nous le donnons lorsque nous acceptons les divers agendas qui nous sont proposés. Voilà l'origine de l'autorité de contrôle du monde, ça a toujours été le savoir. Ou ici, plutôt le fait de l'occulter. Revenons maintenant en 1999. La période de 90 jours réglementaire dans le contrat est entamée et The Crown doit attendre durant cette période avant de pouvoir revenir payer la dette des USA afin d'en devenir le propriétaire souverain. Les États-Unis se retrouvent à ce moment-là sans présidence et sans gouvernement comme je vous l'ai indiqué, car le président n'a plus de fonction dans ce contrat qui est échu. David Wynne Miller et Russell J. Gould passent alors à l'action, mais pas n'importe comment. Avant 1999, ils ont déjà mis en place beaucoup d'éléments en anticipation de cette opportunité que représentent les 90 jours réglementaires où les États-Unis seront ouverts à la capture. Ils ont donc syntaxé The Secret Teaching of All Ages de Manly P. Hall et les livres maçonniques les plus importants et les ont réécrits d'une façon correcte en utilisant la grammaire quantique comme je vous l'expliquais un peu plus tôt. Mais ils vont également les enregistrer au Vatican, avec la NSA aux États-Unis et à divers endroits clés de la planète. Le Vatican étudie et connaît l'existence du travail de David Wynne Miller depuis 1994 au minima. Mais ce n'est pas tout. Ils ont également préparé tous les éléments nécessaires pour la nouvelle République américaine, le tout dans un langage quantique. Ils ont une nouvelle constitution, un nouveau Bill of Rights, une nouvelle Declaration of Independence, un nouveau système bancaire quantique, le Quantum Banking System, de nouvelles chartes pour tous les gouvernements fédéraux et municipaux. Ils enregistrent également les droits d'auteur pour le drapeau américain original, le Title IV Flag, le 12 août 1999 auprès des Nations Unies et auprès de l'US Postal Services. Néanmoins, ils doivent attendre le 2 novembre 1999 et la fin du troisième et dernier contrat bancaire pour pouvoir en faire quoi que ce soit. Donc, durant les 18 jours où le gouvernement américain est sans président, Russell J. Gould et David Wynne Miller se rendent au Pentagone. Ils leur demandent s'ils ont un brevet et les droits d'auteur sur le Title IV Flag. Le Pentagone leur répond que non et que personne ne leur a jamais posé cette question. Ils indiquent alors qu'ils ont syntaxé la grammaire sur le contrat de l'US Code et que celle-ci est une fraude mathématique et que par conséquent, celle-ci est disqualifiée.
Ils indiquent également que les États-Unis sont sur le point d'être capturés et qu'en tant qu'Américains, il est de leur droit et devoir de protéger leur pays contre tout ennemi, domestique ou étranger. Après ces 2 points, ils finissent par cette phrase. Nous avons donc capturé le drapeau américain original. Ils se rendent ensuite aux Nations Unies pour s'enregistrer avec ce drapeau en tant que nation souveraine. Russell J. Gould et David Wynn Miller ont leur propre constitution, leur propre langage, leur propre grammaire, une table périodique des éléments, leur propre système bancaire et une charte. Ils ont déjà des traités en place avec les États-Unis, le tout rédigé dans un langage quantique. Leur situation est si unique que les 200 membres des Nations Unies votent alors à l'unanimité pour leur attribuer le statut de nation souveraine. Mais il leur reste encore un problème majeur. Tous les territoires sur Terre sont déjà occupés par des nations souveraines. On leur demande alors quel territoire ils choisissent pour instituer leur nation souveraine. Et là, ils répondent: nous choisissons le territoire des tribunaux durant la durée du contrat. Les tribunaux sont les territoires neutres dans ce système et maintenant, c'est leur nation. Cette réponse leur donne la plus haute position dans ce système et le tribunal le plus puissant sur Terre. Les États-Unis ne seront donc restés ouverts à la capture que durant 18 jours. Le temps pour Russell J. Gould de se positionner comme Postmaster General pour les États-Unis. Il permet ensuite au commerce de continuer à être conduit, mais sous son autorité et non celui de la Grande-Bretagne. Russell J. Gould et David Wynn Miller viennent de ruiner un plan vieux de plusieurs centaines d'années. Ils viennent de sauver les États-Unis de la capture et ils ont désormais la propriété du Title IV Flag. En 2003, ils établiront un bail de location du drapeau américain pour la Navy. En prenant le contrôle des États-Unis, ils deviennent également Postmaster General du Canada et de tout le continent nord-américain. Ils vont ensuite continuer à disqualifier les divers contrats et chartes mondiales grâce à leur syntaxe grammaticale et occuper les postes les plus importants de la planète. Pour ce faire, ils vont commencer par le poste le plus important en se rendant à l'Union postale universelle à Berne en Suisse. En capturant ces postes importants, ils viennent d'invalider le plan connu sous le nom du New World Order qui, en passant par The Crown, vise à utiliser les Nations Unies pour établir une taxe globale et un gouvernement unique centralisé pour le monde entier. Ces entités se retrouvent soudainement sans charte pour pouvoir exister en tant qu'entreprise. Le cœur même de leur existence que sont les chartes vient d'être invalidé par la syntaxe grammaticale des contrats. Tous les grands appareils de gouvernance mondiaux sont alors disqualifiés. Ici, on va aborder une autre partie avec 2 questions importantes. Quelle est cette syntaxe que Russell J. Gould et David Wynn Miller utilisent? Et surtout, qu'est-ce qui lui donne l'autorité d'invalider tous les contrats mondiaux? Chacun des contrats est annoté avec ce code qui n'est autre qu'une interface mathématique dans laquelle chaque mot est disséqué pour lui attribuer un ou plusieurs chiffres. Ce code ou clé est appelé Quantum Language Parsing Syntax Grammar. C'est une interface de grammaire quantique qui utilise les mathématiques pour certifier la validité du contrat en question. Cette interface a été découverte pour la première fois donc le 6 avril 1988 par David Wynn Miller. L'utilisation de la grammaire quantique signifie que chaque document dans chaque langue se lit exactement de la même manière de haut en bas ou de bas en haut. Cela crée une preuve mathématique ou un fait et une boucle infinie ou point zéro lorsque le texte est lu. La formule mathématique de la grammaire quantique se traduit de la façon suivante. 1 plus 2 égale 3 ou 3 moins 2 égale 1. 2 fois 3 égale 6 ou 6 divisé par 3 égale 2. Elle se lit de la même façon à l'endroit ou à l'envers. La grammaire quantique n'est en réalité que des mathématiques. C'est écrire et parler avec la bonne structure qui établit un scénario qui est toujours dans le présent. Dans 100 ans, le contrat en question se lira toujours comme s'il datait d'aujourd'hui et il est basé sur des faits. Une phrase qui est invalide de ce point de vue n'est alors qu'une illusion, un mensonge, car il n'y a aucune illusion avec le langage quantique.
Je vais vous montrer comment ça marche dans les faits ici avec quelques exemples où on va disséquer quelques mots en anglais. Declaration égale declaration. D égale no, clar égale speak, at égale contract, ion égale contract. Declaration est censé indiquer un mouvement ou l'action de déclarer, un discours en écrit par lequel on déclare. Syntaxé par la grammaire quantique, ce mot veut en réalité dire pas de contrat de parole. Independence. Independence. In égale no, D égale no, pen égale right, D égale no, hence égale contract. Independence est censé indiquer le fait ou l'acte d'être indépendant ou autonome. Syntaxé par la grammaire quantique, ce mot veut en réalité dire pas de droit d'écrire un contrat. Declaration of Independence, qui sont les premiers mots sur la déclaration d'indépendance américaine écrite en 1776 par Thomas Jefferson, veut en réalité dire pas de droit d'écrire un contrat. Évidemment, tout ce qui suit derrière ne veut plus dire grand-chose si la prémisse indique que tu n'as pas le droit d'écrire de contrat. De quoi remettre en perspective tout le langage que nous connaissons aujourd'hui et sa signification. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. En remontant l'histoire du langage sur plus de 8500 ans et les 7000 langues qui ont existé depuis, David Wynn Miller s'est aperçu que cet outil a été utilisé comme un outil de contrôle uniformisé depuis longtemps. La supercherie réside dans le fait que les textes et les mots dans tous les langages peuvent avoir plusieurs significations en fonction du contexte. La grammaire quantique met fin à cette notion d'ambiguïté par rapport aux mots et les ramifications que cette ambiguïté entraîne. La grammaire quantique met fin à la fraude et à la triche souvent contenues dans les contrats ou textes partout dans le monde, et ce, grâce aux mathématiques. Et comme le note si bien David Wynn Miller, no country has ever gone to war over a math problem. Le langage quantique met fin à la fraude, la supercherie, l'exploitation et les guerres. Il n'y a plus de notion d'ambiguïté dans les contrats, aussi bien entre les êtres humains qu'entre les nations et les systèmes. Ce qui est écrit est l'intention, et seule l'intention est retranscrite. En rétablissant un fait mathématique, on élimine les notions de passé et de futur dans les contrats et leur interprétation. L'interprétation se fait toujours dans le moment présent ou now time. En utilisant la grammaire quantique et la syntaxe que David Wynn Miller a créée en 1988, Russell J. Gould et David Wynn Miller viennent d'invalider tous les contrats de tous les pays et nations sur plus de 8500 ans et dans plus de 7000 langues. Imaginez un peu ce que ça représente. Mais malgré le nombre incalculable de procédures et de tentatives pour faire reconnaître leur système, la question qui se pose aujourd'hui est: pourquoi ce système n'est-il pas reconnu et pourquoi n'est-il pas mis en place partout dans le monde? Après avoir perdu le contrôle des États-Unis, le vieux système maçonnique va continuer alors d'exister illégalement et illégitimement grâce à deux éléments: la banque et les médias. En 2000 par exemple, le cartel des banquiers, toujours aux manettes, crée une nouvelle entreprise United States Inc. privée qui s'installe à Washington DC pour gouverner le peuple américain sous le commandement de George Bush Jr. Cette entreprise privée va envoyer les troupes américaines dans le Moyen-Orient pour faire la guerre au terrorisme sans aucune autorisation de drapeau officiel. Pour usurper tout le monde, cette entreprise qui ne possède pas de drapeau, le Title IV Flag étant capturé, utilisera un drapeau de 3 feet sur 5, une taille de drapeau non reconnue par les Nations Unies. En 2008, la nouvelle entreprise, créée pour usurper le peuple américain, utilisera cette fois-ci un drapeau carré de 2,5 feet sur 2,5. Là encore, cette taille n'est pas réglementaire. Cette bataille entre l'ancien système maçonnique illégitime et le nouveau système quantique mis en place par Russell J. Gould et David Wynn Miller va continuer ainsi dans l'ombre pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, il s'avère que la roue a justement tourné et que le travail de ces deux génies est enfin reconnu et qu'il est exécuté actuellement sous vos yeux. Cet épilogue et bien d'autres informations sur la fin de cette histoire, je vous les réserve dans le livre 1999, le plus grand secret de l'humanité. Dans ce livre,
vous allez découvrir le système quantique qu'ils ont mis en place pour les États-Unis, mais également pour le monde entier. Vous allez également découvrir ce qui leur arrivait depuis 1999 et il s'en est passé des choses. Vous verrez le jour où ils ont officiellement asséné le coup grâce à tout cet ancien système. Spoiler alert, c'est le jour où les Mayens avaient prédit la fin du monde. Ensuite, vous comprendrez pourquoi l'opération Q est articulée en partie autour des actions de ces deux personnes. Enfin, vous allez comprendre pourquoi nous sommes tous des Américains. Pas de nationalité, mais par les droits qui nous protègent et qui sont contenus dans le Bill of Rights. Pour ceux qui souhaitent se procurer une copie du livre, vous pouvez le faire depuis le site 1999lelivre.com. Sinon, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de souscrire aux différents réseaux sociaux qui vont vous permettre de suivre l'actualité de ce livre. Enfin, et c'est très important, si cette série de vidéos vous a plu, vous a permis d'apprendre un ou deux trucs sur le fonctionnement du monde actuel, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette histoire, faites-le moi également savoir et je ferai au mieux pour vous apporter des réponses à vos interrogations. Merci encore à toutes les personnes qui soutiennent ce livre, que ce soit en l'achetant ou en partageant son contenu.